Bonjour tout le monde. Nous voici aujourd'hui avec la troisième ou la quatrième de la série sur la situation actuelle, surtout au Proche-Orient, à partir de la chute du régime Assad et ce que j'ai appelé avant la défaite de l'axe de Moumana de l'Iran et le dégagement de la mainmise de Poutine sur la Syrie, avec l'approbation internationale qu'on connaît, ou la complicité. Or, il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées sur cet événement clé, puisque, à mon avis, c'est un événement qui fait un tournant dans la géopolitique du monde arabe. Et la première hypothèse, c'est de dire, par exemple, que tout a été arrangé à l'avance, quelque part sur le computer américain de Washington, ou de ce que les marxistes aiment appeler l'impérialisme américain qui tient toutes les ficelles. C'est une des hypothèses que je ne partage pas, évidemment. Une autre hypothèse, c'est de dire que de faire la focalisation plutôt sur l'héroïsme de ce petit groupe qu'on traite de terroristes et qui a réussi là où les autres ont échoué. C'est-à-dire, c'est pas une mince affaire que de se débarrasser en 2 semaines et du régime Assad, qui est là depuis 55 ans, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et la Russie de Poutine, qui, à l'époque, lorsqu'il est rentré en Syrie, à la demande et de l'Iran, de Qassim Soleimani, et du régime Assad à l'époque, c'était avec l'approbation de l'administration américaine. Il ne pouvait pas faire une chose pareille à l'époque de prendre en charge la Syrie sans l'accord de ces gens-là, parce qu'il y avait une répartition du travail. Au moment où lui, il couvrait les milices chiites en Syrie qui combattaient pour soutenir le régime Assad, au même moment, l'aviation de M. Obama soutenait aussi les milices chiites en Irak, le Hajj al-Sha'bi, etc. Et donc, il y avait un genre de consensus non dit, non déclaré, là, mais on a assez écrit là-dessus. Et ce qui était une évidence à l'époque, c'est que l'opposition ou les oppositions syriennes, toutes audiences confondues, n'ont jamais été reconnues en tant que telles dans leur légalité au niveau international à l'époque. Et donc, la France de l'époque, M. Macron a pris l'initiative de former ce qu'on appelle le comité de soutien au peuple syrien, tant que c'était rentable. Mais lorsque ça a tourné mal en Syrie, bah, il a tourné la veste, comme il est souple, comme on le connaît, pour chercher des contrats auprès de Poutine. Et fini, bye bye, le printemps arabe pour lui, en énonçant sa fameuse phrase de l'époque qu'il a découvert sur le tard, en lisant Spinoza peut-être, que Bachar al-Assad est l'ennemi de son peuple, mais il n'est pas l'ennemi de la France. Il n'est pas l'ennemi de la République, quoi.
Et ça lui a valu des contrats juteux avec les Iraniens, des business. Et c'est pour ça qu'il se battait de toute sa force, au même titre que la communauté européenne, pour le renouvellement de l'accord nucléaire de Obama avec l'Iran. Ça faisait l'affaire de tout le monde. Donc, entre ces deux hypothèses, c'est-à-dire l'hypothèse qui dit que c'est une affaire montée de toutes pièces par complicité entre Américains et la Turquie, puisque la Turquie est membre de l'OTAN, ou l'hypothèse qui dit que c'est la Turquie à elle seule qui a réussi avec son petit groupe qu'elle a encadré pendant des années et qui faisait partie d'Al-Qaïda et qui ont posé un fait accompli. D'où la surprise des grandes puissances par rapport à ce qui s'est passé en Syrie en si peu de temps. Le changement de théâtre, le changement de scène et de joueurs. Donc c'est un grand événement pour tout le monde. Entre ces deux hypothèses, il y a des questions qui se posent. C'est-à-dire que si on suit une des pistes, de dire par exemple que la stratégie américaine dans la région consistait, telle qu'on l'a évoqué la dernière fois avec les autres capsules, sous le titre de orientalisme biblique américain, ben, c'est pas dans le style que ce soit un coup monté par les Américains, parce que les slogans lancés par Al-Joulani et sa clique, ça insiste beaucoup plus sur l'unité de la Syrie que sur une Syrie fédérale ou confédérale ou divisée en sociétés communautariennes, quoi. Les Kurdes à part, les Alaouites à part, etc. C'est ce que laissait entendre l'orientalisme américain pour ce qui est la conception américaine du Proche-Orient de l'avenir, c'est-à-dire soutenir les minorités ou jouer les minorités. Déjà, on l'a vu dans notre lecture du printemps arabe, que en gros, au moins les Américains ont misé sur l'élément chiite dans la région contre l'élément sunnite qui est majoritaire, largement majoritaire. On est en train de récolter actuellement les conséquences de cette conception à l'origine qui a été explicitée par Obama, mais qui remonte à beaucoup plus loin. On en revient de toute façon sur cette conception biblique de la région, comment les États-Unis, qui est le pays supposément le plus postmoderne au niveau de la technologie et au niveau des recherches scientifiques, et en même temps, il est le plus archaïque au niveau de l'idéologie, de la conception de l'actualité, c'est-à-dire lire au XXe siècle avec les lunettes de la Bible pour un pays qui se vante d'être à l'avant-garde de toutes les rénovations scientifiques, c'est un peu, ça laisse en suspens des questions à résoudre ou des approfondissements à faire en matière de sociologie américaine, en matière de relations internationales, etc. Donc, ceci dit, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens se précipitent maintenant? On dirait que c'est les surenchères qui va aller en Syrie pour connaître
cette chose bizarre qui s'appelle Joulani et ces ex-terroristes, comment ils se sont métamorphosés tout d'un coup, et qu'on essaye de présenter par rapport à l'Occident, aux médias occidentaux, comme étant une bizarrerie, comme quoi ça peut passer l'examen de gens civilisés. Euh, et c'est pas comme on les présentait avant, disons. D'où l'insistance de l'équipe actuelle de lever les sanctions sur la Syrie, puisqu'il n'y a plus de raison d'être. Si la Syrie était sanctionnée, c'est à cause des crimes de Bachar al-Assad. Et Bachar al-Assad n'est plus là maintenant. Le fameux rapport César, etc. Et tout. De toute façon, les deux ministres européens qui sont venus il y a 2 jours en Syrie, l'allemande et le français, de la part de Macron, ont pu constater avec un grand étonnement, en visitant la prison de Saïdanaya, comme quoi c'était un abattoir humain. C'est comme si ils ne savaient pas ce que ça veut dire un régime Assad qui est installé confortablement avec l'appui de l'Occident comme étant un régime laïque moderne. C'était ça le discours qu'on entendait dans les médias occidentaux. C'est-à-dire, on mettait les gens à un moment donné, et ça c'était une des réussites de, de l'Iran et de la propagande iranienne, de dire qu'en Syrie, vous êtes finalement acculés à choisir entre soit Daesh, qui tue les gens de façon spectaculaire à la télévision, soit Bachar al-Assad, gentil et laïque. Donc, on te met dans une position où la réponse est toute faite déjà, c'est-à-dire entre un laïc, soi-disant, et un terroriste, là, on n'a pas le choix que de choisir le laïc. Mais on ne nous expliquait pas la genèse de cette chose. D'où ça venait, ces gens d'Al-Qaïda, d'où ça venait Joulani, d'où ça venait Daesh. Ils travaillaient pour qui? Un petit rappel peut-être peut être utile, ne serait-ce qu'au niveau occidental, parce que au Proche-Orient, on n'a pas besoin de ça, tout le monde est renseigné, plus ou moins. Mais souvenez-vous que lorsque les Russes, l'ex-Union soviétique, se sont impliqués en Afghanistan, juste avant la chute de l'Union soviétique, ben, les Américains, et ça c'est les théoriciens de la politique étrangère de l'époque du genre Brzezinski, qui disaient que lorsque le premier char est rentré, le premier char russe est rentré en, en Afghanistan, j'ai dit à Carter, au président Carter, il était son conseiller et son théoricien, que ça y est, ils sont tombés dans le piège, les Russes. Et effectivement, 10 ans plus tard, disons 8 ans, ben, c'était la fin de l'Union soviétique parce que les États-Unis ont soutenu tout ce qui est musulman intégriste à l'époque pour faire face à l'ex-Union soviétique. D'où l'émergence d'Al-Qaïda. Ben Laden n'est pas sorti de nulle part là. C'était un officier de liaison entre Al-Qaïda, ce qu'on appelle Al-Qaïda, et la CIA américaine. Et pour le petit rappel historique, Ben Laden, lorsqu'il a été chassé de l'Arabie Saoudite, où on lui a retiré le passeport, il n'est pas allé directement en Afghanistan. Il a passé quelques années en Iran.
Et en Iran, ils ne faisaient pas que du tourisme, hein. C'est-à-dire les Iraniens déjà encadrés avec l'armée américaine ou sous la supervision de l'armée américaine, des, des moudjahidoun contre les vrais moudjahidoun qui faisaient l'affaire, qui sont d'origine chiite, ce qu'on appelait l'Alliance du Nord, contre les talibans, plus tard. Bref. Et donc, il n'est pas loin, cette configuration de Al-Qaïda qui va donner naissance, entre autres, à Daesh et qui va donner naissance à Jabhat al-Nusra de Joulani, puisqu'on en parle de terrorisme. Il faut voir la genèse, c'est-à-dire il ne suffit pas de dire une demi-vérité, il faut compléter la phrase, c'est-à-dire terrorisme, mais le produit de qui ce terrorisme? Et dans quel objectif? Sinon, on est mêlé dans la région. Comment ça se fait, par exemple, que les Américains qui classent Hezbollah comme organisation terroriste, ce qui n'est pas le cas de la France. La France a une théorie tout à fait bizarre, là, la Macron, comme quoi la moitié de Hezbollah est terroriste, c'est-à-dire l'instance militaire, et l'autre moitié, la politique, n'est pas terroriste parce qu'ils sont membres du Parlement libanais. Qui commande à qui dans tout ça? Bon. Et donc, les Américains considèrent que le Hezbollah en entier, et avec lui les pays du Golfe, sont des terroristes. Entendu. Et les Américains disent que Hezbollah fait partie, de toute façon c'est pas caché, organique des gardes révolutionnaires de Khamenei en Iran. Et comment se fait-il que la copie originale, qui est les gardes révolutionnaires iraniennes, ne sont pas terroristes aux États-Unis? Ils sont prêts à mener des batailles au Congrès pour ne pas les classer comme terroristes, justement pour ménager l'Iran. Toujours les Américains ont dit, nous, on ne veut pas renverser le régime iranien. On veut que le régime iranien change de comportement. Et pareil, les Européens ont traité avec Bachar al-Assad qu'on doit changer le comportement de Bachar al-Assad et non pas changer le régime. C'est pour ça qu'ils étaient fondamentalement, sauf par les paroles, ils n'étaient pas pour l'opposition syrienne ou le peuple syrien qui s'est révolté et qui s'est fait massacrer, avec, sur une population de 25 millions, disons, il y en a 15 millions qui sont en dehors du pays, là, à cause de ce régime. 1 million de tués, et même plus, selon les sources de l'opposition syrienne, et des disparus. On n'arrête pas de découvrir des fossés collectifs, là, et des cadavres. Et donc, la question qui se pose actuellement dans cette séance, c'est justement essayer de réfléchir pourquoi les pays occidentaux se précipitent maintenant pour avoir parlé avec le nouveau régime. Et l'hypothèse que j'avance, et je m'arrête là, c'est que ça risquait, c'est-à-dire laisser à eux-mêmes cette révolte d'un peuple, même soutenu par la Turquie, ça risquait de remettre en question le schéma habituel
que les Américains et les Européens nous ont habitués d'un Proche-Orient minoritaire, basé sur des minorités, soit ethniques, soit confessionnelles, etc., où l'élément sunnite est exclu, a priori. On privilégie les chiites, on privilégie les juifs, on privilégie les Kurdes, on privilégie, etc., les chrétiens de Syrie. Tout le monde, sauf les sunnites, qui sont 80% de la population. Et au niveau plus global, il y a tout un monde, il y a 2 milliards de musulmans qui ne sont pas chiites, là c'est une minorité qui est chiite. Donc, c'est ça la question, c'est la crainte actuellement de que cet événement, cette conjoncture en Syrie ne débouche sur un changement du schéma prévu pour la région au niveau occidental. D'où tout le monde essaye d'avoir le contrôle sur ça. D'abord, d'exclure la Turquie, qui était l'artisan de l'affaire. On entend de moins en moins parler de la Turquie maintenant. Tout de suite, là, l'Arabie saoudite qui essaye de récupérer la Syrie et l'ouvre maintenant ses trésors, là, des ponts aériens et tout, et aide, etc. Et finalement traiter avec une nouvelle donnée géopolitique, mais qui n'est pas encore résolue, qui est en suspens. C'est-à-dire, c'est pas vrai que l'Iran a tout perdu. Il est capable de rassembler de nouveau d'autres minorités pour lancer d'autres batailles. Et c'est ce qui s'annonce actuellement pour remettre en question cette ce coup d'État ou cette révolution qui a eu lieu en Syrie. Khamenei n'a pas mâché ses mots. Il a menacé comme quoi Bachar al-Assad est de retour et vous allez voir. Et suite à ça, il est en train de composer avec le PKK, les Kurdes, avec les chiites de l'Irak, avec ce qui reste de Hezbollah, avec les rescapés du régime Assad, tout ce monde-là qui essaye de harceler le nouveau régime et de l'encercler. Merci.